blablabla. Bonjour et bienvenue dans l'émission La Parole A, spécial éleveur. Aujourd'hui, on découvre un nouvel invité, éleveur, qui témoigne de son quotidien et de son histoire. Mais avant de lui donner la parole, précisons que cette émission est réalisée en partenariat avec Akissin Duo, un biocontrôle à impact positif. Il est aussi efficace qu'un produit conventionnel pour maîtriser la septo des blés, avec l'avantage de limiter les résistances. C'est donc un produit qui apporte à l'éleveur une solution efficace, souple d'utilisation et durable. Et tout de suite, donnons la parole à mon invité, Claude Font. Bonjour Claude. Bonjour Sophie. Merci d'être parmi nous. Le sommet touche à sa fin. Comment ça s'est passé pour toi ? Plutôt bien sur le hall ovin parce qu'on a eu beaucoup de monde et beaucoup de contacts avec des éleveurs ovins et bovins même, puisqu'il n'y avait pas de bovins. Donc on a bénéficié un peu de cette masse de personnes qui ont honoré quand même le sommet de l'élevage malgré le manque de bovins sur le site. Effectivement, il y a eu de la fréquentation pour montrer le soutien à la filière bovine qui n'était pas forcément représentée avec le bovin cette année. Et puis pour toi, c'était l'occasion d'avoir plus de monde sur le hall de l'ovin notamment pour mettre en lumière cette filière. Et c'est lié à toi parce que tu vas nous raconter c'est quoi ta structure ? Alors la structure, moi, c'est la Fédération nationale ovine et donc c'est une fédération qui fédère l'ensemble des éleveurs ovins au niveau national. Oui, alors on reparlera après de ta casquette à la FNO, mais parle-nous d'abord de ta ferme. Alors c'est le GEC du Lavandin. Alors je suis éleveur avec ma femme, mon fils et un autre qui a remplacé mon beau-frère sur la ferme, qui est parti. Et on est en Haute-Loire avec 500 brebis et 60 vaches laitières. Alors vaches laitières, tu as quoi comme race ? Alors on a essentiellement des noirs et puis aussi des Montbéliardes. D'accord. Alors tu commercialises comment tes produits ? Alors le lait part sur une coopérative sur Brioude à Saudial, en lait et notamment en raclette, la raclette Richemont. Et puis les ovins, ils partent sur l'Aveyron en produits de qualité, en label de qualité. Alors comment tu fonctionnes ? Quel est ton modèle sur ta ferme ? Alors, on est trois associés et donc on a chacun notre spécialité. Ma femme s'occupe plutôt des vaches laitières, moi plutôt des ovins et donc celui qui a remplacé mon beau-frère, Sébastien, s'occupe des parcelles, des terrains. Et plutôt de la partie culture. Voilà, plutôt la partie culture et mon fils qui vient de s'installer va me remplacer sur l'exploitation. D'accord, c'est déjà le sujet de la transmission, déjà qui est sur le tapis, sur ta ferme. Il y a de l'estive ? Alors il y a une estive, il y a 200 brebis qui partent en estive sur les monts du Forêt chaque année, du mois de juin à fin septembre à peu près, ce qui libère un peu en termes de travail et en termes de nourriture, d'autonomie alimentaire au niveau de l'exploitation pendant la période séchante. Quel est ton parcours, Claude ? Alors, je ne suis pas issu du monde agricole. Je suis originaire de la Loire et je suis monté en Haute-Loire, je dis chaque fois par amour. Donc, c'est l'exploitation de mes beaux-parents et donc qui ont donné suite après au niveau du GAEC à leurs 2 enfants, ma femme et son frère Patrick. Donc là, tu as rejoint par amour le milieu agricole finalement, si je comprends bien. Claude, je t'avais demandé de m'apporter un accessoire. Est-ce que tu y as pensé ? Oui, mais j'en ai 2. Ah, on va commencer par le premier déjà. On commence par le premier parce que j'ai donc c'est mes clés de voiture. Alors montre-nous tes clés de voiture. Alors pourquoi des clés de voiture ? Alors pourquoi les clés de voiture ? Parce que c'est plutôt lié à mes responsabilités professionnelles. Donc je suis secrétaire général de la Fédération nationale ovine, donc je suis en charge du réseau et du dossier prédation. Donc je fais énormément de déplacements à la rencontre des éleveurs ovins sur le territoire national, puisque ce dossier, ça va des Alpes-Maritimes jusqu'au Finistère, des Alpes-Maritimes jusqu'à dans les Vosges, en passant par le Massif central. Je fais énormément de kilomètres et ça, c'est grâce à mes responsabilités, mais c'est aussi grâce à ma famille qui me permettent de faire ça. Je me permets de regarder. Je vois que tu as surtout le logo de l'Occitanie. Oui, Pourquoi ? parce que mes agneaux vont en Occitanie, dans l'Aveyron.
D'accord, donc tes anneaux voyage. Voilà. Bah forcément, j'ai vu l'étoile, je me suis posé la question. Alors, ça, c'est ton premier accessoire, donc très professionnel, et ton deuxième accessoire, du coup? Ben, mon deuxième accessoire, c'est celui que j'ai autour du poignet. C'est tout bêtement... Il a vécu. Il a vécu, oui, parce qu'il date de Pâques. C'est le lien avec ma famille. Je suis, je suis grand-père de 5 fois déjà. J'ai des petits-enfants de 13 à 2 ans. Et on les amène chaque année une semaine en vacances. Et donc ça, c'est le bracelet du camping, tout bêtement. Et c'est un concours avec mes petits-enfants pour celui qui le garde le plus longtemps. Et pour l'instant, qui est en lice? Et je ne veux pas perdre. Qui est en lice encore? C'est la grande de 13 ans qui a encore son bracelet. Et à 13 ans, elle a son bracelet à l'école, au collège. Et moi, je l'ai toujours au poignet, malgré mes responsabilités professionnelles. En tout cas, on voit qu'il y a l'importance de la famille dans ton parcours et dans ton profil. Les deux sont liés. Ouais. Et on va en parler de toute façon de cette partie-là. Pour revenir sur le GAEC et l'histoire de cette ferme, tu as expliqué les débuts, c'était la ferme de ta belle famille, donc de ta femme et de ton beau-frère. C'était quoi leurs préoccupations initialement? Quelles ont été leurs stratégies? C'était une petite exploitation familiale, comme on pouvait trouver. Alors c'était en 1993, je crois. Et donc c'était une petite ferme familiale avec des brebis et des vaches laitières, comme il y a beaucoup en Haute-Loire. Et les 2 enfants, ils ont eu 2 enfants, et les 2 ont voulu s'installer, donc on a été forcé à se diversifier, enfin forcé non, mais je veux dire, il y avait vraiment une volonté de s'installer, de poursuivre l'activité familiale, et donc il a fallu se diversifier, on l'a fait de 2 manières. Alors 2 manières. C'est l'occasion de le faire. C'est quoi la première manière? Alors, la première manière, c'est pour ça qu'on s'appelle le GAEC du Lavandin. Ah, j'allais poser la question, pourquoi vous appelez le GAEC du Lavandin? Parce qu'on a créé une filière aromatique sur notre commune, et la distillerie existe toujours, c'est la distillerie de Saint-Hilaire, et donc on est à l'origine de ça, et on a fait des plantes aromatiques parce qu'il y avait quelqu'un qui a été licencié d'une usine sur Issoire et qui a voulu créer une distillerie et qui a cherché des producteurs de lavande, lavandin, livèche, coriandre, etc. Comment s'est passée la mise en place de cette filière? Elle existe toujours? Elle existe toujours, mais un peu moins active, ouais. Donc, mais elle existe toujours. La distillerie existe toujours. Après, il fallait soit développer l'activité, soit arrêter. Et donc, nous, on a décidé d'arrêter pour maîtriser plus les productions qui étaient déjà en place. D'accord, donc ça c'était la partie lavandin que vous avez mis en place pour diversifier l'activité. Et c'est quoi la deuxième? Tu disais 2. Alors c'est l'activité gîte d'enfants. Oula, c'est-à-dire C'est-à-dire que dans notre famille, chez nous, on a aménagé la maison pour accueillir des enfants en vacances. Et donc on a un agrément jeunesse et sport, DAS, etc. pour une capacité de jusqu'à 6 enfants, de 6-13 ans. Et c'est les enfants de partout qui viennent en vacances sur la ferme et en famille, et qu'on accueille une semaine, 15 jours pendant les vacances scolaires. Pourquoi ? Ça permet alors c'est une activité bien sûr rémunératrice, de diversification, mais c'est un côté aussi humain, de rencontre et de partage des valeurs, j'allais dire paysannes, avec le monde, j'allais dire urbain aussi, sans que séparer les deux mondes. Mais c'est un échange qu'on a fait pendant plus de 30 ans. Alors maintenant on continue, mais bon, de manière un peu moins intense, mais on accueille toujours des enfants qui sont plutôt placés chez des familles d'accueil et pour leur faire découvrir le monde de l'agriculture. Voilà, et de soulager les familles d'accueil pendant les vacances scolaires ou les week-ends. Donc ça, vous le faites depuis combien d'années ? Depuis, les enfants n'étaient pas nés, 92 je crois, à l'installation 93, 94. D'accord, dès le début. C'est plutôt original comme activité ? Oui, c'était une diversification, accueil touriste. On a 2 gîtes ruraux aussi sur le village, parce qu'on a la particularité sur le village de Chania, sur la commune d'Ozon, il n'y a que nous.
C'est-à-dire, il y a les beaux-parents, le beau-frère, nous, et puis village. les vaches et les brebis. Voilà, c'est ça, c'est notre village. Donc c'est idéal pour les enfants, il y a les agneaux, il y a du lait, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. J'imagine que tu dois avoir des anecdotes par rapport à ça, à tout cet accueil d'enfants sur la ferme. Oui, alors on a même accueilli des enfants qu'on a eu en gîte d'enfants en stage. Ça a créé des vocations. Oh. Pas en tant qu'agriculteur, mais en tant que technicien ou de travailler dans le milieu agricole. Donc on a eu des enfants qu'on a accueillis en gîte d'enfants et qu'on a eu en stage sur l'exploitation. Inspirer des vocations finalement, si je comprends bien. Et donner du coup une autre image du milieu agricole. C'était ça aussi la finalité oui, que tu nous expliquais. C'est une ouverture. Hein. De toute façon, on a toujours eu des responsabilités. Je fais partie aussi depuis 30 ans du conseil municipal de la commune d'Ozon. On prépare les prochaines élections. Voilà, donc je veux dire, on a toujours eu aussi envie de partager en dehors de notre monde juste agricole, de partager avec tous les univers. À Ozon, vous osez ? À Ozon, on ose. J'étais obligée de la faire. Ouais. J'ai aussi un autre point que je voulais voir avec toi, parce que tu as dit, ton beau-frère est parti, il y a une nouvelle personne. Oui. Qui n'est pas forcément de la famille. Comment ça se passe du coup cette arrivée d'une nouvelle personne sur la ferme ? Eh ben, il faut déjà gérer le départ d'une personne dans un GAEC, sur une exploitation en termes de capitaux, en termes de travail, etc. Donc on a su gérer ça, on a accepté. Mon beau-frère nous a dit quand il a eu 50 ans, j'ai fait le tour, je veux faire autre chose. Donc on l'a accepté forcément. Sur une exploitation familiale, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on a réussi. Et donc on a pris un salarié pendant 3 ans, un jeune, et au bout de 3 ans, on lui a proposé d'être associé à part égale au niveau du GAEC, et il a dit oui, donc il est agriculteur au GAEC du Lavandin, comme chacun. C'est le Sébastien que tu citais tout à l'heure ? C'est Sébastien, voilà. D'accord. Et qui est jeune et qui a l'âge de mon fils. Donc Très c'est bien. l'avenir. Ah, c'est l'avenir. On parlera aussi de l'avenir sur ta ferme, mais juste avant, je te propose qu'on fasse un petit jeu. Tu as 3 cartes que je t'ai juste positionné ici, avec 3 petits dessins. Oui. Je te propose d'en tirer une, et derrière, il y a une question forcément. Laquelle veux-tu choisir ? Celle-là. J'en étais sûre. Je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. Claude, quel conseil aurais-tu aimé recevoir quand tu t'es installé ? Alors, dis-nous. Je crois que je les ai eus, les conseils. Parce que quand on s'installe, on est forcément, encadré et accompagné au niveau professionnel, mais je pense que j'ai été accepté par ma belle famille déjà. Je veux dire, quand le beau-père a transmis l'exploitation, c'est pas forcément évident. Il nous a laissé faire. Bien sûr, il y a eu des conseils ou des remarques, etc. Mais je veux dire, chacun est resté à sa place. Et chacun a pris ses responsabilités. Non, je suis pas. J'ai pas la mémoire d'un conseil qui me manque par rapport à ça. Et toi, quel conseil tu donnerais dans ce cas ? De laisser faire les jeunes. Et c'est ce que je fais avec mon fils. Oh. Tu nous raconteras dans ce cas juste après. Mais j'ai envie que tu tires une autre carte. Quel choix veux-tu faire ? Celle-là. Ah, parfait. Le petit robot. Alors pourquoi le petit robot ? L'agriculteur de 2050, il ressemblerait à quoi selon toi, si tu devais faire son portrait robot ? J'espère qu'il va rester humain. Sur une exploitation à taille humaine, avec des produits que l'on sait faire et de la qualité qu'on le fait aujourd'hui. J'ai pas envie que tout soit, mis sous cloche ou... que de rester naturel autant dans le produit que l'on fait que dans notre action d'entretien, notre rôle d'alimentation en fait qu'on aura toujours, et puis dans l'entretien du territoire et du maintien de l'activité économique de nos territoires ruraux où des fois l'agriculture et l'élevage est la seule activité économique qui reste sur certains territoires. De rester authentique et connecté au territoire, si je comprends bien. Voilà, en utilisant les nouvelles technologies, c'est pas incompatible. Oui, forcément, oui, pour pouvoir toujours être innovant, finalement. Voilà. Moi, je regarde pas bien dans les rétroviseurs, je regarde devant, mais j'ai acquis quand même
je ne sais pas comment le dire, mais un naturel dans le travail comme dans les responsabilités. Alors, parfaite transition, tu parles de responsabilité. Tu nous as un petit peu cité celle que tu as à la FNO. Donc, de mémoire, tu es secrétaire adjoint de la FNO. Secrétaire général. Oui. Secrétaire général de la FNO, pardon, précisons, tu as bien fait. FNO, tu nous as précisé ce que c'était. C'est quoi le but, les missions de la FNO? La Fédération nationale ovine, elle est là pour accompagner. Alors c'est un syndicat, hein, c'est une association spécialité de la FNSEA. Hein, on est une branche ovine de la FNSEA qui est là pour s'occuper, promouvoir la production ovine et défendre les éleveurs ovins sur l'ensemble du territoire. On a des connexions, le réseau, c'est au niveau régional, au niveau départemental, etc. Et c'est quoi, alors, par rapport à ça, toi, en tant que secrétaire, quelles sont tes missions? Alors, j'ai le dossier de la prédation. D'accord. C'est plus de 60 départements à gérer aujourd'hui, enfin de plus en plus chaque année, malheureusement. Et j'ai l'animation du réseau, c'est-à-dire être connecté avec notre réseau, que notre fédération nationale ne soit pas déconnectée du terrain, et que le terrain apporte quelque chose à notre réflexion au niveau national pour défendre la production ovine en général. Que ce soit complémentaire. Que ce soit complémentaire. Alors tu parles de la prédation, j'en profite, j'ai une question que j'ai envie de te poser parce que c'est un sujet qui revient très souvent et j'ai pu constater que parfois la communication autour du sujet de la prédation, elle est compliquée, notamment dans le débat public. Donc en tant que secrétaire, j'ai envie de te poser la question, quelle est la place aujourd'hui de ce sujet dans le débat public ? Alors dans le débat public, c'est un vrai sujet. Il y a une consultation tout de suite par rapport à l'évolution du statut du loup au niveau européen et qu'on doit transformer au niveau national. Alors sans rentrer trop dans la technique, je veux dire, c'est géré par un préfet, un préfet référent loup qui fait que ça, c'est sa mission première. Et puis je suis membre aussi du groupe national loup où il y a à la fois les organisations professionnelles, mais il y a à la fois aussi les associations de protection de la nature, l'administration, etc. Donc c'est au-delà des postures de chacun, il faut qu'on trouve des solutions pour faire baisser, l'objectif commun, c'est faire baisser la pression de prédation au niveau des élevages. En tout cas, c'est le combat que tu mènes. Alors par rapport au pastoralisme, l'année prochaine, 2026, c'est l'année du pastoralisme. Oui. Est-ce que vous, à la FNO, vous avez des missions ? Oui, on a déjà abordé le sujet sur des conférences au sommet de l'élevage cette année, le pastoralisme avec la prédation, l'évolution de la PAC, le sanitaire, etc. C'est tous des vrais sujets par rapport à ça. Et l'année prochaine, ça va prendre de l'ampleur au niveau international, oui. Alors, ce qui va prendre de l'ampleur aussi sur ta ferme, c'est l'arrivée de ton fils, il me semble, en début d'année, qui a un projet. Ton fils, je crois, il n'est pas très fan des vaches et il a envie de changer. Voilà, tu nous expliques ? Il n'aime pas les vaches et il ne veut pas s'en occuper. Son projet, lui, c'est les brebis. Et donc, il a le projet de création d'un cheptel de brebis laitières pour traire du lait en remplacement des vaches laitières. Alors, comment ça se passe sur le territoire ? Alors sur le territoire, il a fallu, sur le territoire là où on est, en gros l'ouest du département de la Haute-Loire, il n'y avait pas de collecte organisée, donc il a fallu rechercher un collecteur. Là, il faut avouer que mes relations professionnelles m'ont aidé parce qu'on a réussi à fédérer des projets d'éleveurs, des jeunes éleveurs et pouvoir signer des contrats de collecte avec un collecteur. Parce que finalement, la filière, elle n'existait pas sur ton territoire ? Ben non, et chaque fois qu'il y avait un jeune ou un moins jeune qui voulait s'installer en brebis laitière, on lui disait non, c'est pas possible. Moi, j'aime pas trop ça. Non, c'est pas possible. On va réfléchir, on va s'organiser, on va essayer de trouver quelque chose. Et quand on veut, on peut. Et c'est vraiment non, mais ça paraît vieux jeu. Mais moi, quand on me dit non comme ça, ça me plaît pas. Il faut réfléchir. Et puis finalement, on a bien fait parce que maintenant, il y a plein de projets qui arrivent et qui vont conforter le projet collectif que l'on porte. T'aimes pas le nom, tu veux pas regarder le rétro, mais tu regardes devant. Si je comprends bien, tu regardes l'avenir. Voilà. Comme ton fils, du coup, avec la création de cette nouvelle filière que vous allez essayer d'implanter sur ton territoire. Claude, on arrive bientôt à la fin et j'ai une toute dernière question qui est la carte blanche. Le principe, il est simple. Je te laisse 1 minute pour me partager ce que tu as envie de laisser comme dernier message aux personnes qui te regardent.
Alors j'ai 2 messages parce que j'ai 2 facettes, le côté privé et le côté pas public mais de responsable professionnel. Donc au niveau privé, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait avec ma femme. On a 3 enfants merveilleux, on a 5 petits-enfants pour le moment. Ils habitent tous autour du village. Donc mon fils s'est installé, il a un projet qui lui appartient, et on l'accompagne. Donc je pense qu'on a réussi quelque chose en termes familial parce qu'on a toujours su organiser le travail, prendre des week-ends, prendre des vacances, etc. Donc prendre du temps à vivre autre chose que l'agriculture. Ça c'est ton premier message. Et le voilà. deuxième ? Et le deuxième, c'est à travers le sommet de l'élevage, c'est mes responsabilités professionnelles, je veux dire, qui sont intenses, mais qui sont passionnantes et qui sont très complémentaires pour ma personnalité. Merci Claude pour tes partages. Merci. Je souhaite remercier Akis Indio pour le partenariat de cette émission. Bien évidemment, je remercie l'équipe technique pour leur engagement derrière les caméras. Je vous donne rendez-vous dans le comptoir des éleveurs. D'ici là, partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Merci et à bientôt. Été.